Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, on vous dit bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est rien à cacher votre émission que vous aimez tant. Nous sommes avec Patrick Yogo, jeune intellectuel congolais, le porte-parole du MPR Benelux. Bonjour Patrick Yogo. Bonjour Pasteur Bobo, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. D'emblée des jeux, on nous suit partout à travers le monde. Je commencerai par Janine Mabunda au perchoir, Tanguy Mwamba au Sénat. Dès aujourd'hui, le gouvernement va probablement sortir. Kabila rafle la majorité des gouverneurs. Patrick Yogo, quelle est votre lecture? Le décor est planté. Comment voyez-vous les choses? Merci Pasteur Bobo. Et chers compatriotes, la situation est assez critique, puisque tous ceux qui avaient été peaufinés avant les élections et qui maintenant se concrétisent, comme vient de le dire le Pasteur Bobo, le décor est planté. Les 4 institutions de la République, à savoir le président de la République, a été proclamé avec des résultats qui n'ont jamais été jusqu'ici étayés par les procès-verbaux des bureaux de vote. Nous avons l'Assemblée nationale qui a été composée et le président de cette Assemblée est une femme que vous venez de nommer, Madame Mabunda, qui est là. Et maintenant, le Sénat, l'hémicycle des élus, vient d'avoir leur président en la personne de Tanguy Mwamba, Alexis. Donc, le président de la République est là, le Parlement composé de l'Assemblée nationale et du Sénat sont là avec leur bureau définitif. Il ne nous reste plus que le gouvernement. On a déjà un Premier ministre qui avait été nommé le 20 mai. Et là, nous nous acheminons, après 6 mois, vers enfin la publication d'un gouvernement. Mais la lecture qu'on doit en faire doit être beaucoup plus pertinente et beaucoup plus précise. Vous le savez, il y a eu ce souci dans la composition du gouvernement. Parce que, d'abord, il faut savoir qu'en République démocratique du Congo, aucun parti politique, malgré toutes les manipulations qui ont eu lieu dans les résultats, aucun parti politique n'a eu la majorité à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire aucun parti n'a 250 députés à lui tout seul. Aucun. Nécessairement, le gouvernement qui va sortir est un gouvernement dit minoritaire au niveau du Parlement. La seule possibilité, c'est de créer une coalition. C'est ce qui a été fait sous le Front commun pour le Congo, avec leur autorité morale, le sénateur à vie, l'unique que nous ayons, qui a aggloméré des différents partis politiques et des regroupements politiques pour en faire une majorité parlementaire. Donc cette majorité parlementaire, elle n'est pas d'un parti, ce n'est ni le PPRD, ni l'UDPS, ni l'UNC, non, c'est un regroupement, le Front commun, qui a coalisé cette majorité parlementaire. Maintenant, le Premier ministre est naturellement issu de cette majorité parlementaire qui a été identifié comme tel. Et ce Premier ministre doit tenir compte de la représentativité des différents partis politiques pour constituer le gouvernement. Cette représentativité nationale, lorsqu'on en parle, les gens souvent ne comprennent pas trop de quoi il s'agit. La représentativité nationale doit porter sur le nombre de sièges que chaque parti politique a dans l'Assemblée nationale. Et lorsqu'on regarde le regroupement politique AFDC, par exemple de Bahati, et c'était à juste titre que ce sénateur s'était un peu offusqué en disant « Mais comment se fait-il que le PPRD, qui n'a pas la majorité parlementaire au sein de l'Assemblée et qui, en nombre de sièges de députés, rivalise avec l'AFDC, et cependant le PPRD voudrait s'accaparer de tous les postes ministériels, de tous les postes dans les bureaux définitifs des différentes assemblées. Tout ceci
ne ressemble pas à un respect de la Constitution. Voilà, dans un premier temps, la situation. Mais quelles sont les marges de manœuvre de Félix Tshisekedi? On dit que le président a beaucoup de pouvoir. N'oublions pas que le président de la République, lorsqu'il est nommé ou lorsqu'il est, un lapsus révélateur, lorsqu'il est élu, a cette légitimité portée par le nombre d'électeurs qui le choisissent à ce poste. Ici, quoi qu'il puisse être dit, cette légitimité ne se reflète qu'avec les résultats que la CENI a bien voulu proclamer. Car au niveau des assemblées, qu'elles soient nationales ou provinciales, ainsi que dans le Sénat, étrangement, le parti dont est issu le président de la République n'a aucune majorité. Donc la présidence, comme vous le demandiez, n'a de pouvoir que lorsqu'elle a cette assise parlementaire. Faute de cela, que va-t-il se passer? Par exemple, si le parti du président proclamé voudrait faire passer une loi qui ne rencontre pas l'adhésion de la coalition dont ils font partie, c'est-à-dire qui ne rencontre pas l'adhésion du FCC. Tout parti politique, tout regroupement politique a cette possibilité pour contrôler le gouvernement ou le mettre en accusation de déposer une motion soit de censure, soit une motion de défiance. La motion de censure porte sur l'ensemble du gouvernement. Donc si le président de la République voulait faire tomber le gouvernement, il lui faudrait au moins le quart de l'Assemblée nationale comme député pour que cette motion soit acceptée. Le quart de 500, c'est 125 députés. Et chacun le sait, l'UDPS, l'UNC formant le CAJ, n'arrive pas à 125 députés. Le seul regroupement qui y arrive, même l'AMOUKA, donc le regroupement de l'opposition, n'arrive pas à 125 députés. Lorsqu'on veut faire tomber un gouvernement en République démocratique du Congo aujourd'hui, il n'y a que le FCC qui peut faire tomber son propre gouvernement. À moins de débaucher, je ne sais par quelle technique politicienne, un nombre suffisant de députés pour faire tomber ce gouvernement. Parlons par exemple de la motion de défiance. Il se pourrait qu'un beau matin, le président proclamé trouve que tel ministre qui sera élu demain ou quoi, finalement ne correspondent pas à ses désirs. Il voudrait le faire tomber par le Parlement. Il lui faudrait un minimum de 50 députés, donc un dixième du Parlement, de l'Assemblée nationale, pour déposer cette motion. Pour que le président de la République puisse faire tomber un ministre, il doit passer par le Parlement? Par le Parlement. Il ne peut pas de lui-même comme ça le décider. Alors, il faut aussi demander à un ministre de démissionner. Il faut avoir beaucoup de pression et de force pour pouvoir lui demander de le faire. D'autant plus, à moins qu'il ne soit un ministre issu de CASH, donc le regroupement politique du président de l'UDPS, enfin plus président maintenant, mais de l'UDPS et de l'UNC, il ne peut pas faire tomber un ministre du FCC. Je vais vous dire pourquoi. Il lui faudrait 50 députés. Il pourrait s'arranger pour les avoir. Lui-même, en tant que CASH, n'a pas les 50 députés. Il pourrait s'arranger pour trouver 50 députés. La motion de défiance est acceptée. Maintenant, pour qu'elle soit adoptée, il faut la moitié de l'Assemblée nationale, 250 députés. Mathématiquement, c'est impossible qu'il fasse tomber un ministre, ni l'opposition d'ailleurs, la MOUKA ou l'autorité morale d'ensemble qui disait qu'il va faire une opposition républicaine. Il ne peut faire tomber aucun ministre, il ne peut pas faire tomber le gouvernement. Les marges de manœuvre sont infimes. On pourrait alors arriver peut-être à cette question de la dissolution de l'Assemblée, qui serait la carte joker, celle qui ferait tout tomber. Mais pour y arriver, il y a quelques conditions préalables. D'abord, il faudrait qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Or, les deux ont comme majorité le FCC. Donc, on voit mal qu'un royaume soit divisé contre lui-même.
comme on dirait dans la Bible. Patrick Hugo, je suis avec vous, on le suit partout à travers le monde. On voit à l'Assemblée nationale, on voit Jean-Marc Abound qui est vice-président. Oui. Au niveau du Sénat, c'est Sami Badibanga de l'UDPS qui est vice-président. Est-ce que les deux pourront faire équilibrer les choses, faire contrepoids? D'abord, il faut savoir une chose. L'ancien Premier ministre Badibanga Sami a été élu par ses pairs comme indépendant, non pas comme l'UDPS. Ça lui laisse déjà une... On sait qu'il est très proche de Félix Tshisekedi. Non. Amis. D'abord... Lui-même, il se déclare comme membre de l'UDPS. Non. Mais pendant les élections, je crois qu'il y avait une autre bannière. Il n'était pas sous l'UDPS non plus. Oui, mais dans les réseaux sociaux, on voit les états-majors de l'UDPS, c'est la fête. On a placé un des nôtres. Ils peuvent toujours fêter. Et lorsqu'il avait été nommé Premier ministre pendant la transition, ils étaient tous fâchés contre lui, y compris le président proclamé. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Les vice-présidents ont une certaine influence, certes, dans le bureau des différentes assemblées. Mais cela ne va pas changer grand-chose. Maintenant, le point sur les I. Ah oui. On veut destituer Félix. Ah oui. Le dossier est sur la table. D'accord. Abound peut faire quelque chose, contrepoids. Et puis, au niveau du Sénat, Badibanga peut dire non? Non. Ils seront les premiers avertis, puisqu'ils vont recevoir, parce que c'est sur le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat que est déposé les différentes mises en accusation, soit une motion. Mais c'est l'arithmétique parlementaire qui joue. Une fois de plus, lorsqu'on veut par exemple faire une poursuite pénale contre le chef de l'État de la République démocratique du Congo, il nous faut au moins la moitié du Congrès qui puisse adopter, non, pas la moitié, mais le 2/3. Je vois aussi, si tu peux, d'esprit. C'est un graphique qui résume plus ou moins les marges de manœuvre qu'il y a là. Par exemple, il faudra certainement l'afficher par la suite. Donc pour poursuivre le président de la République, il faut 2/3 du Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est le 2/3 de ces... Le Congo rouge, c'est FCC, non? Ça, c'est le FCC. Donc, le FCC mange tout. Donc, ils ont presque tout. Hein. Ils mangent tout, même sans AVDC, le FCC mange tout ce qu'il y a de possible dans les assemblées. Le bleu aussi, c'est la Mouka. La Mouka a une bonne partie, mais n'atteint même pas encore non plus le quart de l'Assemblée. Donc pour revenir à votre question de la poursuite du pénal contre le président de la République, il faut 2/3 du Congrès. Donc Assemblée nationale et Sénat confondus, ce qui nous fait 406 députés et sénateurs. Et on le sait, le FCC a la capacité de poursuivre pénalement le président de la République parce qu'il a suffisamment de personnel, entre guillemets, dans le Sénat et dans l'Assemblée nationale. 406. Dans quel cas le président peut être poursuivi? Alors, le président peut être poursuivi dans de nombreux cas. Les cas les plus flagrants sont les cas de haute trahison, qui se manifesterait par exemple par la cession d'une portion du territoire national à un pays étranger. C'est un cas extrême. Autrement, il y a des cas de corruption, d'enrichissement illicite. Vous le savez, le président de la République, tout comme le Premier ministre et les membres du gouvernement, lorsqu'ils seront investis par les assemblées, doivent remettre à la Cour constitutionnelle une déclaration patrimoniale qui permettra de voir à l'entrée ce qu'ils avaient comme bien et à la sortie de leur mandat ce qu'ils avaient comme bien. S'il arrivait qu'il y ait une déviance entre ce qu'ils ont comme rémunération et émolument durant toute cette période et au moment où ils sortent par l'acquisition de biens et autres, on peut les attaquer pour corruption ou enrichissement illicite. Voici un autre cas pour lequel le président de la République pourrait être poursuivi. Et on peut continuer comme ça avec d'autres éléments, par exemple l'outrage au Parlement. Si le président de la République, qui ne peut pas répondre devant le Parlement, mais le Premier ministre
est convoqué pour des questions touchant au président de la République et que le Premier ministre ne se sent pas d'âme d'aller se présenter devant le Parlement, peut être poursuivi, lui, le Premier ministre, en visant le président, pour outrage au Parlement. Et il y a ainsi toutes sortes d'éléments. Et de manière générale, c'est la haute trahison qui constitue l'élément qui fait tomber un chef de l'État. Quelles sont les marges de manœuvre du président? Je réponds toujours à la question. Parce que Félix Tshisekedi peut réussir son pari économico-politique. Il peut réussir. C'est de la théorie ici, hein, puisqu'il faut voir dans les faits. Parce aux États-Unis, on a suivi un président, par exemple Bush était président, mais n'avait pas la majorité. Aujourd'hui, Trump n'a pas la majorité au Parlement, mais lui, il a le Sénat. Donc, on a déjà vu des cas comme... Est-ce qu'il peut réussir? Alors, pour que le président proclamé puisse réussir dans cette action gouvernementale, il faudrait qu'il puisse d'abord... Il y aura 65 postes ministériels. Je ne sais pas si le Premier ministre est compris dans ces 65, mais il y a 65 postes ministériels. Normalement, les 65 postes ministériels correspondent à des défis, à des problèmes que l'on doit régler. Par exemple, l'environnement, l'écologie et tout ça, ce sont des éléments très très importants. Et je sais que par exemple, dans l'AFDC de Bahati, il y a des experts en cette matière. Je crois qu'ici, je ne le fais pas souvent, mais il serait bon de nommer cette personne, l'ambassadeur Panou, qui est un grand expert en cette matière, qui nous a représenté dans la COP 21 et tout ça. Et ce poste-là reviendrait normalement à quelqu'un qui a le mérite. Pour que l'action gouvernementale puisse réussir, il faut de la méritocratie. Il faut qu'aux différents secteurs ministériels, on puisse placer des gens pas seulement selon leur couleur politique, mais surtout sur leurs compétences pour qu'ils puissent régler les problèmes. La justice, par exemple. L'appareil judiciaire est complètement rouillé, corrompu. Il faut nettoyer tout ça, il faut mettre de l'ordre, il faut qu'on puisse revoir toute cette situation. Comment se fait-il que autant de crimes, qu'ils soient politiques, économiques et tout simplement pénaux, ne sont pas poursuivis? Voyez-vous que autant l'opposition que ceux qui sont au pouvoir, tous sont d'accord pour dire qu'il y a des tripatouillages des résultats électoraux. Ils le disent ouvertement, mais aucun procureur n'est saisi, aucune enquête n'est diligentée et tout reste comme ça. Il faudrait que le président proclamé ait vraiment des valeurs réelles, éprouvées en matière de lutte contre la corruption, en matière de réformes économiques et surtout le respect de la Constitution. Tout cela, si ça peut être agencé avec une méritocratie réelle, avérée. Parce que, voyez-vous par exemple, ce graphique dont on a parlé tout à l'heure, normalement, le PPRD devrait obtenir que 9 portefeuilles ministériels. 9 ministériels? Normalement. Sur les 65, ils ont posé 45 ou 40. Non, je ne parle pas du FCC. Le PPRD. Ah, le PPRD. Le PPRD FCC, oui, devrait avoir que 9 sièges. Par contre, la FDC devrait avoir 7. L'UDPS seulement 5 et l'UNC 3. Donc, CACH devrait avoir 8 postes. Si on se base que sur le calcul, sur le poids électoral dans les assemblées et également le nombre de postes ministériels qu'il y a. CACH devrait avoir que 8 ministères, PPRD 9, AFDC 7, AAB 5. Pour vous montrer, donc c'est les 4 regroupements politiques ou partis qui auraient normalement le plus de postes ministériels. Ici, on voit déjà que la répartition, d'après ce qu'on entend, est tout à fait haute. Elle ne porte plus sur le poids de chacun, mais sur peut-être un coefficient des ministères. Patrick, le gouvernement va sortir peut-être dans 30 minutes, dans une heure, j'aurai le temps de vous appeler, vous allez intervenir en direct. Mais là, pour terminer, question d'actualité, Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine, 5e président de la République démocratique du Congo, il était à Abuja au Nigeria, et là il lance
il y aura des fonds pour aider les jeunes Congolais à entreprendre. Donc, le gouvernement congolais va se porter garant auprès des banques pour qu'on puisse donner de l'argent aux jeunes Congolais pour entreprendre. C'est une bonne chose. Est-ce qu'il peut réussir cela? Créer l'emploi des jeunes entrepreneurs congolais pour éviter l'exode, l'émigration, pour venir vers l'Europe. Là, Tshisekedi a des idées, a des bonnes idées. Mais écoutez, tout le monde a toujours... L'enfer est pavé de bonnes intentions, de bonnes idées. Je n'ai rien contre le président proclamé, mais soyons sérieux. Tout le monde, depuis la nuit des temps, depuis que le Congo est Congo, en passant par le Zaïre, République démocratique du Congo, il y a toujours des slogans, septennat du social, etc., etc. Les entrepreneurs, jeunes ou vieux, entreprennent. Peu importe la situation de l'État dans lequel il se trouve. Je parle ici de l'État, la machine administrative. Mais ici, l'État, c'est porte garant. Mais bien sûr, l'État, c'est... Vous prenez des crédits, mais l'État, c'est porte garant. Nous avons encore le FPI qui devait aussi se porter garant. Il y en a qui sont assis dans le Sénat ou dans l'Assemblée nationale qui doivent de l'argent au FPI, qui n'ont jamais remboursé. Et ceux qui ont des plantations au Bandundu, à Kisangani ou ailleurs, qui devraient normalement bénéficier de ces fonds, ne les ont jamais eu. Donc, les intentions, c'est très bien. D'abord, pour permettre aux gens d'entreprendre, il faut qu'il y ait des réformes structurelles, des infrastructures routières. Nous connaissons beaucoup de commerçants qui sont à l'Équateur, par exemple. L'Équateur, comme vous le savez, a été complètement délaissé depuis que la FDL est arrivée. Donc, on a abandonné cette population de l'Ouest. Pas de route, piste d'atterrissage chaotique, les situations portuaires compliquées. Si on facilitait juste ces infrastructures, les entrepreneurs n'ont même pas besoin de fonds pour le faire. Eux, ils travaillent de leurs mains, ils travaillent de leurs matières grises, mais ils doivent écouler leurs biens et écouler leurs services. Ce n'est pas l'argent qu'il leur faut, ce sont les infrastructures. L'énergie, par exemple. Lorsque l'électricité est coupée 1 ou 2 fois par jour, si pas plus longtemps, comment voulez-vous que quelqu'un puisse offrir un service à ses clients à partir du moment où il n'a plus accès à son ordinateur pour connaître l'état des stocks de ses biens ou des choses de ce type? Un entrepreneur qui veut il se lance dans la savonnerie. Il doit faire des mélanges chimiques, il doit tout ça mettre en œuvre, ou bien il a un débit de boisson, il faut des réfrigérateurs, etc. Les pêcheurs qui doivent aussi respecter une chaîne de froid, les péniches qui viennent de Kisangani ou quoi qui descendent, on a besoin d'électricité, on a besoin de carburant. Si on n'a pas tout ça, l'économie ne peut pas décoller. Donc des fonds, c'est-à-dire donner de l'argent aux gens, garanti par l'État, c'est bien beau, mais comment voulez-vous faire fructifier cet argent lorsque les routes pour vous permettre d'écouler vos biens ne sont pas là et que les infrastructures au point de vue énergétique ne sont pas là? Nous avons parlé ici de la zone de libre-échange continentale, FTCA. Au niveau de l'Union africaine, on va faire comme l'Union européenne, plus de frontières, libre circulation des biens et des personnes. À l'ouest de l'Afrique, ils ont des routes qui traversent tous les pays. Au Congo, comme le disait le révérend dont vous avez créé un médicament en son nom, Ecofolgan. Voilà, aucune route ne traverse la République démocratique du Congo pour aller vers le nord de l'Afrique, ni pour aller vers le sud. C'est compliqué. Faisons d'abord les infrastructures routières. Si le président proclamé veut réussir, sa réforme doit être dans les infrastructures routières, du fer, fluvial. Lorsqu'on aura réglé ça et l'énergie, même en remettant à chaque entrepreneur 100 $, ça suffira amplement pour qu'ils permettent à ces différents entrepreneurs de développer et d'écouler leurs biens et leurs services et de permettre ainsi à l'État, puisqu'il faut toujours le rappeler, l'État vit de l'imposition qui est faite sur les sociétés privées, sur les entrepreneurs et sur les travailleurs. L'État ne vit pas des recettes des mines. Les gens pensent que les mines rapportent des millions, des milliards à l'État. C'est faux. L'argent qui est rapporté à l'État, ce sont les entreprises... C'est les mines de notre pays, c'est les mines du Congo. C'est la question que j'ai posée à un des professeurs d'interview qui veut dépasser, à un des grands professeurs congolais. C'est l'argent du pays. Les coltons, les diamants, tout, c'est du pétrole, c'est notre pays.
Et vous dites que ces milliards-là disparaissent, on ne sait pas où, ça part où. On ne peut pas compter sur ça, Patrick Hugo. Non. Vous, comme politicien, c'est grave. Non, c'est pas grave. C'est peut-être il est temps que le flambeau puisse éclairer un peu tout ce qui est caché. Là, les mines, d'abord cette industrie-là, l'industrie extractive est une industrie qui n'est pas une industrie à haute intensité en main-d'œuvre. Ce sont des machines qui extraient. Nos pauvres frères et sœurs qui meurent dans les tunnels sous nos terres pour trouver du coltan, des diamants et tout ça, c'est pas eux qui font les milliards de dollars qui sont vendus en termes de matières premières par le Rwanda, l'Ouganda et autres venant de chez nous. Ce n'est pas eux. Ce sont les machines qui extraient les volumes dont on parle. Ils doivent payer l'impôt, ils doivent payer les taxes, ils travaillent chez nous. C'est non minéré, c'est leur machine, mais c'est non minéré. Le problème, c'est quoi? Le coût d'investissement pour ce genre d'entreprise est très élevé. L'État n'a pas les moyens, donc demande des avances à ces entreprises. C'est ce qui s'est passé pendant ces 18 dernières années. Ils demandent des avances et lorsqu'il s'agit de payer les taxes, et ça c'est ce qui m'horripile le plus, l'État crée une société privée avec ces entreprises qui collectent les taxes que ces entreprises devraient payer pour que ces entreprises récupèrent l'avance qu'ils ont faite à l'État. Donc l'argent ne passe même pas par le trésor public, mais retourne directement à ces entreprises minières. Vous voyez la corruption dans laquelle nous nageons depuis si longtemps. Donc ne comptez pas trop sur les mines, comptons sur la jeunesse, mais il faut que l'État mette toute son énergie, son budget dans des investissements de l'équipement, de l'infrastructure, et ainsi on pourra s'en sortir. Pour terminer, je termine avec la question, est-ce que Tshisekedi peut réussir? Il peut réussir à une seule condition, il faudra faire en sorte que son gouvernement puisse être élargi tôt ou tard à un plus grand éventail de compétences. Je n'entends pas seulement ici de l'opposition, la MOUCA, mais surtout de la société civile et de tous ceux qui ne sont pas dans le schéma politicien. Il est temps d'ouvrir pour qu'on puisse y arriver. Et la méritocratie, je vous l'assure, ne se retrouve pas dans les partis politiques seulement, mais c'est surtout dans la société civile. L'opposition, on parle le même, on recommence. Écoutez, le jeu démocratique est tel qu'on exerce que le pouvoir avec les politiciens. D'abord, on ne peut pas commencer à travailler avec des gens de la société civile pendant que les partis politiques qui sont appelés à non seulement accéder au pouvoir, mais surtout exercer ce pouvoir sont là. Le peuple d'abord ou les politiques d'abord, vous dites les politiciens d'abord? Non, je ne peux pas vous laisser vous dire ça. L'État a pour fonction de redistribuer équitablement les richesses nationales. Elle ne peut le faire que par l'action gouvernementale. L'action gouvernementale ne se fait qu'en premier lieu par des partis politiques et on peut l'élargir à la société civile. Vous avez le cas en France ou ailleurs où effectivement on peut prendre dans la société civile les compétences nécessaires quand la politique fait défaut. Merci beaucoup, c'était Patrick Yogo, porte-parole MPR Benelux. Merci, à la prochaine. Rien à cacher. Merci. Merci beaucoup.